Bonjour et bienvenue à tous, à nos étudiants du semestre 4, section droit privé en langue française, comme à tous ceux qui s'intéressent au droit des affaires et de l'entreprise. Aujourd'hui, on va parler du chèque. Tout d'abord, une définition. Le chèque est un écrit par lequel le tireur donne au tiré, qui doit être une banque ou un organisme assimilé, l'ordre de payer une somme déterminée au bénéficiaire ou à son ordre. Le chèque ressemble à la lettre de change dans la mesure où on ne s'attache qu'à la forme du titre. Il en diffère en ce qu'il ne peut être utilisé autrement que comme un instrument de paiement ou de retrait des fonds. La législation sur le chèque est consignée dans les articles 239 à 328 du Code de commerce. Deux grands principes dominent le droit du chèque. Premier grand principe, le chèque est un titre formaliste et littéral, comme je viens de le dire, c'est-à-dire que sa validité est soumise à des exigences de forme très strictes et que les droits du porteur résultent des mentions mêmes de l'écrit. Deuxième principe, le chèque est obligatoirement un instrument de paiement à vue, ce qui exclut bien sûr toute possibilité de crédit. Il est vrai que dans la pratique, on constate que beaucoup de commerçants utilisent le chèque comme moyen de garantie, mais ceci est interdit par la loi. La remise d'un chèque à titre de garantie est un délit, comme nous le verrons plus tard. Qu'en est-il ou quelles sont les conditions de validité du chèque? Le chèque ordinaire obéit à des conditions rigoureuses de forme qui se traduisent par un certain nombre de mentions que l'on trouve sur les formulaires de chèques délivrés par les établissements bancaires. Il y a lieu à distinguer entre mentions obligatoires et mentions facultatives. Pour ce qui concerne les mentions obligatoires, la mention numéro 1, c'est la dénomination. Le chèque doit obligatoirement contenir la mention chèque dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre. Si le chèque ne contient pas cette dénomination, il ne vaut pas comme chèque, mais peut être valable à un autre titre, et notamment comme reconnaissance de dette. Deuxième mention, l'ordre de paiement à vue d'une somme déterminée. Le chèque doit comporter un ordre pur et simple de payer une somme déterminée. La somme est habituellement portée en lettres et en chiffres, mais rien n'interdit de la porter seulement en lettres ou seulement en chiffres. Aucune disposition n'impose une forme déterminée. En cas de divergence entre les deux mentions, c'est la somme portée en lettres qui prévaut. Lorsque la somme est écrite plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, le chèque ne vaut en cas de différence que pour la moindre somme. Troisième mention, le nom de celui qui doit payer. Ce nom est celui, bien entendu, du tiré, qui ne peut être qu'un banquier. Quatrième mention, lieu de paiement. Le chèque doit porter l'indication du lieu où il est payable. Cinquième mention, la date et le lieu de création. Le chèque doit porter mention de la date du jour où il est rédigé. Son importance est fondamentale car c'est à cette date-là que doit exister la provision et que le droit sur la provision est transmis au bénéficiaire qui se trouve ainsi à l'abri d'un événement postérieur affectant le tireur. D'autre part, il constitue le point de départ du délai de présentation et par voie de conséquence des délais de prescription. À côté de la date, le chèque doit contenir l'indication du lieu où il est établi. Enfin, sixième mention, la signature du tireur, c'est-à-dire celui qui émet le chèque, doit le signer et la signature doit être manuscrite. Quelles sont les sanctions en cas d'inobservation des conditions de forme que je viens d'évoquer? Eh bien, le principe, c'est que en cas d'omission d'une quelconque des mentions obligatoires, le titre est nul en tant que chèque. Tout au plus,
pourra-t-il être considéré comme une reconnaissance de dette? Par exception à ce principe, le législateur a prévu un régime d'équivalence pour le cas où certaines mentions obligatoires feraient défaut. C'est ainsi notamment qu'à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Que le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur. Voilà pour les mentions obligatoires. Qu'en est-il des mentions facultatives? Plusieurs mentions facultatives sont possibles. Certaines vont produire les mêmes conséquences qu'en matière de lettres de change. C'est le cas notamment de la clause non à ordre, de la clause sans frais, de la clause de domiciliation. Donc on ne va pas s'y arrêter. Par contre, on va s'intéresser à d'autres mentions qui sont un peu plus spécifiques au chèque. Première mention facultative, c'est le barrement. Et le chèque barré, c'est un chèque dont la formule est frappée de 2 barres parallèles au recto et qui ne peut, à raison de ce barrement, être payé qu'à un banquier ou à un autre centre de chèques postaux ou à un client du tiré. Sur le plan de la forme, le barrement peut être général ou spécial. Il est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mention établissement bancaire ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les 2 lignes. Bien entendu, tout barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général en rayant le nom du banquier désigné. Cette rature serait considérée tout simplement comme non avenue. Pour le paiement, le chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire. Le chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client lui-même. Le chèque barré circule en principe comme un chèque ordinaire, par endossement s'il est à ordre ou par tradition s'il est au porteur. Toutefois, afin de réduire le risque que comporte la circulation des chèques volés, le législateur dispose qu'un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un établissement bancaire. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celle-ci. Le banquier est responsable, jusqu'à concurrence du montant du chèque, du préjudice causé par l'inobservation de ces dispositions. Deuxième mention facultative, la certification. Comme on l'avait dit, le chèque est un titre payable à vue. Il ne peut par conséquent être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite. Pourtant, le législateur permet au tireur qui veut assurer le bénéficiaire que le chèque sera payé de demander à son banquier de certifier l'existence de la provision. Au terme de l'article 242, paragraphe 4 du Code de commerce, la certification du chèque résulte de la signature du tiré au recto du chèque. En pratique, la formule de certification est apportée au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité. Le chèque certifié peut, à la demande du tireur, être remplacé par un chèque tiré par le banquier tiré sur lui-même, ce qui est de nature à renforcer les garanties du bénéficiaire. Quels sont les effets de la certification? Eh bien, la certification a pour effet de bloquer la provision au profit du porteur sous la responsabilité du tiré, et ce, jusqu'au terme du délai de la présentation. Troisième mention facultative, l'aval.
Comme en matière de lettres de change, le chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Voilà ce que nous apporte l'article 264 du Code de commerce. Mais en pratique, ceci ou cette faculté, cette possibilité n'est pas utilisée très souvent. Mais quand même, on s'interroge sur le plan de la forme. L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre forme équivalente et doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, l'aval est réputé donné pour le tireur. Au terme de l'article 266 du Code de commerce, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant jusqu'à l'expiration du délai de présentation. Quatrième mention facultative, le visa. À la différence du chèque certifié, le chèque visé par le banquier par la position de sa signature au recto du chèque n'entraîne pas le blocage de la provision. Le visa du chèque n'a d'autre effet que de constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné. Le tiré ne prend aucun engagement concernant l'existence de provision lors de la présentation. Son engagement est valable alors même que l'obligation qu'il garantit serait nulle pour toute autre cause qu'un vice de forme. Voilà pour les conditions de forme. Maintenant, je peux vous dire qu'il n'y a pratiquement pas de conditions de fond. Il y a quand même, je dirais, quasi inexistence de conditions de fond. Le chèque n'étant pas, à la différence de la lettre de change, un acte de commerce par la forme, la question de la capacité du tireur relèvera dans ce cas du droit commun. L'incapacité est sanctionnée par la nullité relative de l'engagement opposable au porteur de bonne foi. Dans le cas où le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, les obligations des autres signataires restent valables. Donc voilà pour la capacité. Reste à se poser la question sur la provision. Celle-ci doit exister. La provision, on peut la définir comme une créance en argent du tireur contre le tiré. Plus concrètement, c'est la somme égale au montant du chèque dont le tireur dispose chez le tiré et qu'il peut utiliser par chèque. La provision doit être liquide et exigible. Comme le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire, elle consiste toujours dans le crédit du tireur sur le banquier et ne peut consister en la remise des faits de commerce à l'encaissement à moins qu'il n'ait été porté en compte. La question se pose dans l'hypothèse des facilités de caisse qui consistent pour le banquier à payer à découvert des chèques tirés par son client. Cette tolérance suffit-elle pour que le client puisse prétendre avoir une provision chez le banquier? Pour répondre à cette question, il faut distinguer entre la jurisprudence commerciale et pénale. La jurisprudence commerciale est relativement libérale, voit dans cette facilité la preuve d'une ouverture de crédit. La jurisprudence pénale est plus sévère, bien entendu. Elle retient le délit d'émission de chèques sans provision lorsque le banquier révoque cette faculté. Le banquier peut révoquer cette faculté et donc le tireur peut être poursuivi pour émission de chèques sans provision. Ceci n'empêche pas le tireur de poursuivre la banque pour suspension abusive de crédit si l'on a la preuve, par exemple. En cas de dénégation pour ce qui concerne la provision, c'est le tireur qui a la charge de faire la preuve de l'existence de la provision au moment de l'émission du chèque. S'il ne parvient pas à faire cette preuve,
il est tenu de garantir le paiement même si le protêt a été dressé au-delà du délai légal. Une question importante concerne la propriété de la provision. La remise du chèque fait acquérir aux bénéficiaires puis aux différents porteurs un droit sur la provision. L'article 256 du Code de commerce dispose dans ce sens que l'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Une question à propos de l'acquisition par le porteur des droits du tireur. Il résulte de ce que je viens de dire que le porteur se trouve à l'abri des événements qui pourraient survenir entre l'émission et la présentation du chèque et mettraient obstacle à son paiement. Ainsi, le décès du tireur, la survenance d'une incapacité, le jugement qui le déclare en règlement ou en liquidation judiciaire n'empêche pas le porteur d'obtenir paiement du chèque pourvu qu'il puisse démontrer que l'émission a eu lieu antérieurement à ces événements. Deuxième interrogation, elle concerne l'acquisition par le porteur de droits plus étendus. Là, je fais appel à l'article 261 du Code de commerce qui nous dit la chose suivante. Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leur rapport avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Cet article est la consécration du principe de l'inopposabilité des exceptions qui s'applique en matière de chèque, exactement dans les mêmes conditions qu'en matière de lettres de change. Toutefois, cette règle revêt en pratique moins d'importance, d'une part parce que les rapports du banquier tiré et du tireur ne fournissent guère d'exceptions, ne fournissent pas d'exceptions pour ce qui concerne le premier point. Deuxième point, parce que le chèque circule peu, de sorte qu'il n'y a pas le plus souvent de porteurs intermédiaires à l'égard desquels jouerait la règle. Mais la règle est là. La règle est là, parce qu'il se peut qu'entre la date de l'émission et la date de présentation, il y ait eu circulation du chèque. Et donc là, nous allons pouvoir nous appuyer sur cette notion et ce principe qui relève en général du droit combiaire, qui est le principe de l'inopposabilité des exceptions. Voilà ce qu'on peut dire pour cette étude introductive du droit du chèque. Je vous remercie et vous donne rendez-vous très prochainement. À bientôt.